bienvenue sur le podcast de référence pour devenir triathlète. Je suis Hermano, papa de 4 enfants, producteur de podcasts sportifs depuis 2014 et triathlète depuis plus de 20 ans. Mercredi, milieu de semaine, motivons-nous ensemble en parlant sport et triathlon. Et pour ne rien manquer de nos actualités et participer à nos podcasts, rejoignez notre groupe Facebook. C'est le meilleur moyen d'être tenu informé des invités de la semaine et d'échanger avec nous et parfois même avec elles et eux. Salut les sportifs, c'est Hermano et vous êtes dans le 2e épisode de la semaine du podcast Devenir triathlète. À mes côtés, un superbe co-animateur qui se fait un peu discret sur le premier épisode de la semaine, mais je sens que tu vas reprendre du poil de la bête. Mon co-animateur du jour et de toujours, Olivier de Scooter. Salut Olivier. Salut Hermano. Je sais pas pourquoi tu trouves que je suis aussi discret. C'est pas la première fois que tu me le dis, mais non, je laisse la parole à notre invité. Ouais, c'est vrai que j'ai pas été beaucoup plus loquace dans l'épisode d'hier, mais en même temps on a un invité qui fait bien le job, qui nous a raconté une partie de son histoire, donc à nous maintenant de le titiller et puis d'aller en apprendre un petit peu plus, raconter toute ton histoire à nos auditrices et nos auditeurs. Et justement notre invité de la semaine, Sam Ledlow. Salut Sam. Salut. Donc Sam, hier tu nous as dit que finalement le triathlon, t'étais né dedans, t'as baigné dedans, t'as fait ton premier triathlon à 4 ans sur un chrono, non ça c'était pour la blague, et que tu t'es bien amusé. Depuis t'as été piqué par le virus et depuis que t'as 10 ans tu rêves d'Hawaï. Alors pour rêver d'Hawaï, on le sait, déjà il faut se qualifier. Alors on a eu sur ce podcast Antoine Méchin, on a eu Mathieu Muller, on a eu d'autres personnalités encore du triathlon. Toi, est-ce que tu veux concourir en groupe d'âge? Est-ce que tu concours en pro? Est-ce que tu as une licence pro? Comment ça se passe de ton côté? Ouais, donc j'ai une licence pro, j'ai pris ma licence pro direct. Et puis souvent on m'a posé la question si ça valait pas le coup d'essayer de se qualifier au championnat du monde ou d'Hawaï en tant qu'amateur. Mais moi personnellement, j'estime que c'est un peu malhonnête étant donné que j'ai pas de boulot à côté et que je fais ça à plein temps. Je vois pas pourquoi j'irais me mesurer à des mecs qui bossent 25 heures semaine, donc ou même plus. Et voilà, c'est pour ça que moi j'ai toujours voulu me qualifier en pro, quitte à ce que je me qualifie pas, quoi, parce que c'est sûr que maintenant faut gagner un Ironman en fait pour se qualifier. Et de toute façon Hawaï, c'est si je me qualifie tant mieux, mais si je me qualifie pas, c'est que j'ai pas le niveau, quoi. Je suis pas allé courir après un dossard à droite à gauche, aller dans des pays où c'est un peu plus facile, par exemple en Amérique du Sud ou en Chine. Si je me qualifie, c'est en Europe et que c'est que j'ai le niveau, quoi. Donc voilà, je suis pas pressé. Moi, mon objectif à long terme, c'est juste d'être un peu meilleur chaque année, quoi. Donc et puis j'ai fait en fait, avec mon père, au tout début, quand on s'est dit, ok, on va voir le niveau que tu as maintenant sur Ironman. Donc j'ai fait 8h05 à Barcelone quand j'avais 20 ans. Et on s'est dit, ok, maintenant, il suffit d'être 1% plus fort chaque année. Et normalement, à 27, 28 ans, tu auras le record du monde, quoi. Et moi, personnellement, 1%, je trouve ça plus que faisable. Donc il faut juste en fait, c'est rare que les gens se consacrent pendant autant de temps en fait sur un projet. Et toute bonne chose prend beaucoup de temps, en fait. Tu as fait 8h05 sur format Ironman, c'est un record, non, à cet âge-là? Oui, sûrement. Après, il n'y a pas vraiment de toute façon, je sais pas comment il faut voir, mais à mon avis, oui, il y a pas beaucoup de mecs de 20 ans qui ont fait même moins de 8h30, donc à mon avis, oui. Mais en vrai, mon objectif à cette course, c'était vraiment de faire moins de 8 heures, et pour X raisons, je l'ai pas fait, et au final j'ai donné tout ce que j'avais le jour J, mais pour tellement de raisons, c'était vraiment pas une bonne course pour moi. Je m'étais cassé une côte 3 semaines avant, et c'est pas drôle. Et en plus, pour plein de raisons, même au niveau de l'expérience, j'ai loupé le premier pack alors que je suis pas mauvais nageur. Enfin, j'ai fait plein d'erreurs en fait, et c'est aussi pour ça qu'en fait, je pense que j'aurai l'avantage à long terme, c'est que l'Ironman, tout le monde dit que les gens, il faut qu'ils fassent du court, qu'après ils s'y mettent sur Ironman, mais pour moi c'est pas vraiment en fonction de l'âge, c'est plus un sport de maturité en fait, et chaque Ironman que je fais, je gagne énormément d'expérience, et forcément si tu fais ton premier Ironman quand tu as 30 ans, tu auras 40 ans avant de vraiment faire de claquer l'Ironman parfait, et à 40 ans physiquement t'es pas à ton pic de forme, donc pourquoi pas commencer plus tôt et gagner cette expérience plus tôt. Et de toute façon, j'estime qu'on le voit maintenant sur le tour, avec c'est là où il y a vraiment. De toute façon, le cyclisme, c'est là où il y a le plus d'argent, donc le plus de recherche, le plus de science. Et on voit des gars gagner le tour qui ont 21 ans. Donc
Donc à mon avis, c'est qu'une question de temps avant que ça arrive sur le triathlon. Quand tu nous dis qu'à 20 ans, à Barcelone, tu signes à 8h05, donc j'imagine que tu gagnes. Non, je fais 7e. Donc pas de qualif pour Hawaï, déjà en pro. Même, je m'en souviens de cette course, par exemple, Van Lierde qui s'est qualifié je sais pas combien de fois, lui il a fait 2e, il a fait, je sais plus, 7h46, 7h47 et il s'est pas qualifié, quoi. Donc c'est pas facile de se qualifier. Ouais. C'est pas facile de se qualifier à Hawaï, c'est pas facile non plus, surtout quand on joue dans la cour des grands en tant que pro. En tout cas, c'est tout à ton honneur d'avoir décidé, d'un point de vue éthique, justement, de prendre une licence pro. Comment est-ce qu'on est accueilli quand on prend une licence pro à 20 ans et qu'on signe un très beau 8h05? Alors tu m'as dit, ok, t'es mélangé, t'es au milieu des pros, donc forcément les gars s'y attendent, mais comment est-ce qu'un gamin comme toi, passe-moi l'expression, est accueilli à ce moment-là? Accueilli par les autres pros ou plus par Ironman et par... À tous les niveaux en fait, aussi bien par l'organisation Ironman que par les autres pros, et puis par les spectateurs aussi qui doivent pas être habitués, enfin clairement, qui ne sont pas habitués. Moi j'ai rarement vu des pros de 18-25 ans sur le circuit. Généralement par le public c'est plutôt mal vu, hein. J'en ai entendu des gens me dire que je suis trop jeune ou qu'il faut que je prenne mon temps ou que je sois, je sais pas, moins ambitieux ou enfin je sais pas, mais bon. Attends, c'est quoi l'argumentaire du coup derrière? C'est que c'est pas dans les normes en fait. De toute façon les gens ils aiment bien suivre un chemin. Enfin c'est pas pour critiquer tout le monde, mais c'est vrai que quand tu sors un peu et que tu veux créer ton propre chemin, c'est mal vu. Mais après je pense qu'il en suffit que d'un pour essayer d'inspirer plus et honnêtement j'espère qu'il y a plein de gamins qui vont se dire que pourquoi pas faire un Ironman à 18 ans, quoi. Enfin, c'est intéressant ce que tu dis et je pense que c'est un phénomène qu'on voit aussi de plus en plus, notamment dans l'ultracyclisme. On voit en fait de plus en plus de cyclistes jeunes, de plus en plus jeunes, et avec des vélos de plus en plus légers et aéros et vraiment en mode performance. Et donc voilà, je pense que c'est effectivement une tendance. C'est vrai on dit que les longues distances, il vaut mieux garder ça pour plus tard quand on est plus âgé, en tout cas plus mature. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui il y a quand même une tendance à avoir cette moyenne d'âge qui diminue. Ouais, et puis au final, pour moi, c'était surtout, au-delà de ça, c'est surtout une question de plaisir. En fait, moi, j'adorais je préférais largement aller faire une sortie de 200 bornes qu'aller me faire 2 heures avec des 30-30, quoi. Et ça, c'est juste ce que moi, je préférais. Donc, je voyais pas pourquoi je ferais comme tout le monde. Et en plus, comme je disais avant, en fait, quand j'étais à Montpellier, en fait, quand t'es pas forcément le plus talentueux et que tout le monde s'entraîne pareil, le seul truc qui va te différencier quand tu arrives sur une compète, c'est les qualités naturelles, en fait. Et en fait, si tu crois pas que toi t'es le meilleur naturellement, dans ce cas-là, il faut que tu fasses un entraînement différent, sinon tu vas pas les battre, en fait, ces mecs. Donc c'est pour ça que moi je me suis extrait de ce groupe et moi je fais mes séances et j'essaye de regarder le moins possible ce que font les autres. Parce que ça aussi, c'est un truc qu'on pourrait aborder. Maintenant, c'est avec les réseaux et tout. En tant que pro, c'est vraiment, vraiment dur de pas se juger aux autres. Parce que moi, tous les jours, je vois des gars qui mettent des séances et je me dis, mais comment ils font ça? Attends, moi, je fais jamais ça. Ils vont m'exploser sur une course et arriver au genre de course, c'est pas le cas. Donc ouais, c'est même surtout pour les jeunes en fait, parce que moi, il y avait déjà les réseaux, mais là, ça a pris encore plus d'ampleur. Mais moi, par exemple, j'entraîne un jeune et ça a un impact énorme en fait quand tu vois, parce que tout le monde poste le meilleur des mondes en fait sur les réseaux. Donc tu vois que le positif et les bas ils le postent pas. Donc tu vois un mec faire une séance de dingue et tu te dis putain comment je vais faire, quoi. Puis pour revenir sur le long, c'est vrai que finalement c'est aussi une question d'expérience. Et là, en l'occurrence, toi, t'as 20 ans d'expérience dans le triathlon, à peu de choses près. Ouais. Même c'est ça, t'as beau être jeune, t'as quand même une petite vingtaine d'années d'expérience dans le triathlon. Donc au final, ça a du sens effectivement de partir sur des distances plus longues. Ouais, et puis en fait, c'est ça, chaque Ironman que je fais, je prends de l'expérience. Et en fait, je pense que c'est hyper important d'essayer de suivre son propre projet, enfin sans se fier aux autres et de pareil, de pas se dire ok, moi j'ai ce niveau, comment je vais faire pour être le meilleur. Il faut juste, c'est petit à petit, quoi. Faut pas se le cacher. Moi je suis passé par ok, j'ai peut-être commencé à 20 ans à faire un 8h05 et tout le monde se dit bon, mais pas tout le monde a ces capacités là, mais je me suis entraîné comme tu dis pendant 18 ans derrière pour faire ça. Donc Tu nous as pas dit comment est-ce que tu as été accueilli par les pros eux-mêmes?
en tant que petit jeune. J'imagine que tu es le cadet de l'équipe, non? Dans le monde de l'Ironman et même du triathlon, tous les sports d'endurance, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de respect entre les athlètes. Hein. Quand, de toute façon, quoi que tu fasses, tu sais que l'autre mec il s'entraîne dur comme toi et que là il s'est tué sur une course. Donc la plupart des gens, je trouve qu'ils m'accueillent très très bien. Et après, par contre, au niveau de tout ce qui est Ironman, le label Ironman et tout, en revenant sur l'Ironman de Barcelone, pour être honnête, c'était une honte en fait, parce que moi j'étais le premier à pas prendre de prime en faisant 8h05, mais en même temps c'est normal, j'ai fait 7ème, mais bref. Mais même en fait, par exemple, Van Lierde qui fait 2, je crois qu'il a en 7h46, 7h47, et il a pris, je sais plus de mémoire, mais 1500 ou 2000 euros, alors que des Ironman, t'en fais pas 10 par an. Et lui, il a dû se préparer tout un an pour gagner 1500 euros. Enfin, ça lui couvre même pas les frais de déplacement, quoi. C'est vraiment une honte. Et en fait, là, ça a vachement changé depuis que le PTO est arrivé. Et je suis hyper reconnaissant de faire ce sport durant ces années, parce que l'argent, il est investi, puis ça repart. C'est déjà, le triathlon, ça a déjà été un gros sport financièrement, mais là, on a eu des années un peu troubles, et là, j'espère que ça va revenir. Et ce système de PTO avec le ranking mondial et tout, en fait, c'est similaire au tennis. En fait, c'est le même gars qui a fait vraiment exploser le tennis, qui s'est jeté dans le triathlon et qui a investi dans ça. Donc c'est une super chose. On peut peut-être préciser de quoi est-ce qu'il s'agit pour les auditeurs. Le PTO, donc le Professional Triathletes Organization, c'est un comité de triathlon en fait international, et ils investissent énormément pour que les athlètes pros en fait puissent en vivre en fait, parce que jusqu'à présent t'avais même sur Ironman t'avais plein de pros qui étaient obligés de faire un job à côté, quoi, ou là en termes de français je pense à Sébastien Fraisse qui il est prof et en même temps il a fait 2 fois champion de France, donc c'est quand même incroyable, je trouve. C'est le syndicat des triathlètes professionnels en fait. Ouais, c'est exactement ça. Ouais. Et donc tu dis qu'ils se battent pour que vous ayez un niveau de vie décent. Quel soutien ils vous apportent? Déjà, j'imagine qu'ils vous aident dans la relation avec les partenaires, avec les sponsors. Est-ce qu'ils ont une bourse aux sponsors? Est-ce que... C'est pas tellement dans l'aide aux sponsors et tout ça, parce que ça c'est assez... De toute façon, chaque sponsor c'est privé, mais c'est plutôt... en fait, ils vont soutenir des événements en mettant des primes de course pour les pros, quoi. Et en fait, c'est un peu ce qu'avait perdu Ironman, c'est que eux, ils avaient tellement misé sur les groupes d'âge qu'au final, ça devenait plus trop un sport professionnel. En fait, il y avait beaucoup de sous à Hawaï, ok, mais le reste des courses, plus trop. Et le problème, en fait, c'est que ça marche pendant quelques années, mais à force, en fait, ça vend plus de rêves. En fait, c'est, par exemple, tous les gamins, ils veulent devenir Ronaldo ou Messi, j'en sais rien. Parce qu'ils savent combien ils gagnent en fait, et parce que il y a des non mais c'est vrai, parce qu'il y a des héros du sport en fait, alors que qui va devenir un triathlète professionnel s'il se tue pendant 8 heures pour gagner 500 euros, quoi. Enfin, donc il manquait cet aspect de vraiment avoir des héros du sport, et là avec le PTO il va y avoir, je pense qu'il va y avoir des stars du triathlon, des mecs qui vraiment sont connus en fait internationalement, pas que dans le triathlon mais dans le sport en général, grâce au PTO. Ouais, puis je pense qu'il y a aussi un autre sujet, c'est les sponsors, pas juste des athlètes, mais les sponsors autour de la course. C'est-à-dire qu'au plus un sport a de la visibilité, typiquement un match de foot, c'est facile. Parce que tu peux le retransmettre à la télé facilement, les gens peuvent le suivre assez facilement. Suivre un Ironman de A à Z à la télé, faut être motivé, quoi. Bon, alors je sais que tu le faisais quand tu étais jeune et que tu passais des nuits blanches depuis que tu as 10 ans, mais sinon c'est vrai que c'est quelque chose que finalement il y a très peu de gens qui font. Et aujourd'hui quand même on commence à voir des nouveaux formats, on en avait déjà parlé un petit peu dans le podcast avec la Super League par exemple, et on commence à voir justement des formats qui sont un petit peu plus retransmissible, j'ai envie de dire, et où la présence de sponsors peut être aussi plus importante, et donc forcément ça va aussi attirer de l'argent, et donc je pense que c'est un cercle vertueux. Ah oui, carrément. Alors justement, on est en train de parler un petit peu de finances, de sponsors, de partenaires. Ce que je vous propose, c'est qu'on rentre un peu plus dans le sujet demain avec toi, Sam, pour savoir un petit peu toi, comment tu t'en sors. Tu nous as dit que tu vivais triathlon, tu manges, tu dors, tu penses triathlon toute la journée, donc peut-être qu'on pourra revenir sur ce sujet-là, parce que du coup, tu n'as pas de job à côté. Comment tu vis de tout ça? Ça marche, on parlera de ça. Eh bien, à demain. À demain. À demain.
Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si vous l'avez apprécié, je vous rappelle que vous pouvez venir sur le groupe Facebook pour nous laisser un commentaire et interagir avec nous et nos invités. Et n'oubliez pas de nous aider à progresser dans les classements et dans notre exercice de podcast en laissant un commentaire sur Apple Podcast. À demain pour en savoir encore plus sur notre invité de la semaine.